Après le meurtre de la petite Ludivine, médecins et psychologues entourent les élèves qui sont rentrés chez eux. Le suspect, le cuisinier du camp, est passé aux aveux. Arrivée de Jean-Paul II cet après-midi au Nigeria pour une visite de 3 jours, accueil enthousiaste et déclaration du Saint-Père sur les droits de l'homme. La fête de l'Internet avec le portrait de son inventeur. Il est américain, il est passionné d'informatique, c'est un humaniste qui a mis au point en 1974 ce réseau qui diffuse dans le monde entier. Le village de Bourg-Perona en émoi avant le match demain soir de son équipe face à Lyon en quart de finale de la Coupe de France de football. Tous les espoirs sont permis. Madame, Monsieur, bonsoir. Les réactions se multiplient après la fracture à droite qui s'est produite hier avec l'élection de 5 présidents de région grâce aux voix du Front National. Lourde de conséquences. Cette nouvelle donne appelle commentaires, analyse, mais à la veille des élections cantonales, le code électoral nous interdit de rendre compte. Demain soir, bien évidemment, nous consacrerons une édition spéciale à cette actualité politique. Aujourd'hui, après l'élection de Charles Millon à la présidence de la région Rhône-Alpes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Lyon pour réclamer la démission de celui qui a été réélu à la tête du Conseil avec les voix du Front National. Jean-Baptiste Prédali. Quelques pancartes et des unes de journaux pour protester. Place Bellecour à Lyon, ils étaient à milliers environ ce matin. Première réaction de Lyonnais, militants ou non, à l'élection d'hier. La raison de ma présence, c'est parce que j'ai l'âme républicaine, mon petit. Parce que je vais avoir 78 ans, que j'ai connu la montée du nazisme en Allemagne et que je ne veux pas de cette heure nouvelle. Je suis effondré par ce qui s'est passé hier. Effondré de voir qu'un élu comme Millon est incapable de démissionner une fois qu'il a accepté les voix du Front National. Ça m'embête pour ma région, parce que c'est une région que j'aime bien et j'ai quand même vraiment très honte de ma région maintenant. Les partis de gauche et les mouvements de lutte contre l'extrême droite appellent à manifester à nouveau mardi à Lyon. Mais ce matin, on en est resté au dépôt d'une gerbe devant le Veilleur de Pierre. C'est le monument lyonnais à la résistance. Bernard Besson, vice-président du groupe UDF à l'Assemblée, a demandé à Charles Millon de démissionner. Le député maire d'Annecy affirme qu'en politique, le déshonneur, ça n'est pas d'être battu, c'est d'accepter une semblable élection. Fin de citation. Et puis, sur une toute autre voie, François Daubert, vice-président de Démocratie libérale, déclare quant à lui que la droite a eu raison de faire barrage aux socialo-communistes et à l'extrême gauche. Enfin, une nouvelle mise en garde de Philippe Séguin. Le président du RPR déclare qu'il est hors de question qu'un membre du parti gaulliste accepte de participer à l'exécutif d'une région conquise avec les voix du Front National. Et puis, il y a quelques instants, nous avons appris que le Front National revendique la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au nom de la réciprocité. Le parti de Jean-Marie Le Pen, après l'élection vendredi de 5 présidents de région grâce au Front National, prévient qu'il déterminera son attitude en Île-de-France, en Haute-Normandie et en Midi-Pyrénées, en fonction de cette réciprocité dans la région PACA. Après le meurtre de la petite Ludivine, ses camarades de classe sont rentrés chez eux, pris en charge par des médecins et des psychologues. Certains d'entre eux auraient été victimes d'attouchements sexuels. Le suspect qui sera présenté au parquet demain est le cuisinier du centre. Il est passé aux aveux. Vincent Nguyen, Philippe Visserias. J'ai eu vraiment très peur, même encore là maintenant, ça n'ira mieux que quand vous le verrez. Je ne sais pas. Ce devaient être les retrouvailles joyeuses d'une fin de classe de neige. Mais les visages sont tendus, inquiets. C'est entouré de psychologues que les enfants sont arrivés ce matin. À peine plus de 10 ans et témoins d'un drame, les enfants semblent pourtant moins choqués que leurs parents. Bien sûr, ils vont souffrir un petit peu, mais ça c'est tout à fait naturel. Il y en a qui ont pleuré, ils commencent à parler pas mal et je trouve que c'est très intéressant pour eux. Et je pense que je ne suis pas trop inquiet pour le suivi de ces enfants par la suite. À la gendarmerie hier soir, le suspect a avoué. Cuisinier au centre de vacances, il s'est introduit dans les chambres, a touché plusieurs fillettes avant de s'en prendre à Ludivine. On retrouvera son corps dans la salle de bain. L'autopsie confirme les déclarations que j'appelle début d'aveu de l'intéressé, à savoir qu'elle l'a bien étranglé, mais pas violé. Le soir du drame, ce Toulousain de 27 ans avait bu. Cela ne suffit pas à expliquer son geste, surtout pas pour sa mère, accablée d'incompréhension.
Et qu'il y avait des faits divers comme ça à la télévision, c'était lui le premier qui disait c'est des bandes de salauds, il faut les tuer, bon, voilà. Et là, bon, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, je sais pas du tout. Le suspect sera présenté demain au parquet. En attendant, l'enquête continue pour éclaircir les circonstances du drame. Tenter notamment d'expliquer pourquoi les fillettes qui se sont plaintes d'attouchements sexuels n'ont pas appelé à l'aide les adultes qui dormaient à côté. Pour la troisième fois en 2 semaines, mobilisation des enseignants et des parents d'élèves de Seine-Saint-Denis, 2000 manifestants dans les rues de la capitale pour obtenir un véritable plan d'urgence pour l'école dans ce département sinistré. Une délégation a été reçue au ministère de l'Éducation. Dans les Côtes-d'Armor, les écologistes s'inquiètent des risques que représente l'épandage des boues de l'usine d'équarrissage, une usine spécialisée depuis la crise de la vache folle dans la destruction de déchets à risque. De leur côté, les pouvoirs publics se veulent rassurants. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Les militants d'Eau et Rivière ne décolèrent pas. Ils jugent inadmissible que l'usine d'équarrissage de Plouvara puisse épandre les boues de sa station d'épuration dans les champs environnants. Des champs qui donnent sur le Lef, une rivière qui alimente 22 000 personnes en eau potable. Ces boues, elles proviennent des rejets de l'entreprise. Ces rejets, ce sont les eaux usées qui servent à la cuisson des produits transformés. Ce sont les rejets, les eaux de lavage des camions, des véhicules. Ce sont les jus des cadavres qui arrivent en état de décomposition. Ces rejets, c'est tout ça. Et c'est ça qu'on épand aujourd'hui sur les terres agricoles du bassin versant. L'usine de Plouvara, depuis la crise de la vache folle, a détruit 11 troupeaux où est apparue la maladie. Mais selon les services vétérinaires, les animaux atteints de SB ont été détruits ailleurs. Au Cneva, à Ploufragan, qui dispose d'un incinérateur. Plouvara n'a traité que le reste du troupeau, jugé sain après analyse clinique. Lorsqu'on effectue un abattage total du cheptel en question, l'ensemble des animaux sont examinés. Ils ne possèdent, dans tous les cas qu'on a eu, aucun symptôme de l'ESB et ils sont traités à l'équarrissage, mais ils sont tous cliniquement sains. Vache folle ou pas, pour André Guillaumard, militant d'Eau et Rivière, l'épandage légal, même strictement contrôlé, n'est pas une garantie. À la lumière, en épandage sur les champs, on ne peut pas dire, personne ne peut dire s'il n'y a pas des germes pathogènes, des microbes qui peuvent très bien se développer. Une enquête publique est en cours pour accroître la capacité de l'usine d'équarrissage. Celle-ci prévoit de ne plus épandre ses boues, une solution qui devrait rassurer les écologistes. 45 000 morts sur les routes d'Europe chaque année. Les 15 pays de l'Union européenne mettent au point un texte qui devrait permettre d'ici quelques mois de punir tous les chauffards. Ce projet envisage la suspension du permis de conduire après infraction, suspension valable dans les 15 pays. Arnaud Boutet, Bernie Mériot. Diviser par 2 le nombre de tués sur les routes d'Europe d'ici 2001, tel est l'objectif du texte européen. L'accord vise à ce que la déchéance du permis de conduire soit appliquée dans les 15 pays de l'Union. En clair, un automobiliste français condamné en Allemagne ou en Angleterre à un retrait de permis ne pourra même plus rouler en France. Il existe une volonté politique unanime pour qu'une sanction imposée par un État membre soit également applicable dans un autre État membre de l'Union européenne. La Convention se base sur une liste de plusieurs infractions graves, qui vont de la conduite dangereuse, sans permis, en état d'ivresse, au refus de se soumettre à des éthylotests. Il a fallu 7 ans au Conseil des ministres de l'Union européenne pour obtenir cet accord, 7 ans pour redéfinir son rôle. Un certain nombre de pays membres de l'Union européenne, on peut citer notamment l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne, considère que l'Union européenne n'est pas compétente pour réglementer les comportements. Elle l'est pour les questions économiques et financières. En France, le taux maximal d'alcoolémie est de 0,5 mg par litre. 0,2 en Suède, 0,8 en Grande-Bretagne, même variation concernant les vitesses autorisées. Une harmonisation européenne est en cours, mais elle prendra de nombreuses années. Alors que s'achève la semaine de la santé mentale, voyons l'exemple de ce réseau créé à Lyon à l'écoute des adolescents. En effet, les jeunes sont souvent les plus fragiles si l'on juge le nombre de suicides chaque année. C'est pourquoi un psychiatre lyonnais a eu l'idée de créer une écoute téléphonique gratuite, anonyme et régionale. Reportage Françoise Vallet, Patrick Voix.
Donc il ne faut pas lui dire comme ça, brûle pour point, brutalement. Je pense, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, vous avez raison. Tu as connu Cap Écoute comment? Bah, par des amis. Par des amis. C'est la première fois que tu nous appelles? Tu as connu Cap Écoute comment? Votre truc, notre numéro. Non, c'est une copine, elle m'a dit, ouais, si t'as des problèmes et tout, un numéro vert t'appelle et... D'accord. Un numéro vert, une bouée pour quelqu'un qui sombre. Le numéro se transmet de bouche à oreille, il s'affiche aussi dans le métro, les lycées, les cabinets médicaux. Créé il y a 6 ans, Cap Écoute s'adresse aux ados et à tous ceux qui, à un moment de leur vie, ont des problèmes. L'idée que j'avais au départ, c'était de permettre à ceux qui étaient inquiets d'en parler et éventuellement l'écoute téléphonique représentant un premier intermédiaire qui permettait de faire un pas en avant. Parce que ce qui te fait souffrir un peu maintenant, c'est que tu continues de penser à lui. J'ai 16 ans. Et lui? Lui, ben, mon âge, d'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Même dans un groupe d'amis, puis tu verras comment les choses évoluent. Ok. 80% des appels sont des jeunes qui ont besoin de parler en dehors du milieu familial. L'appel est toujours anonyme, mais en cas de besoin, il peut déboucher rapidement sur une consultation avec un médecin, un psychiatre, une assistante sociale. J'avais un trop gros problème, trop long pour au téléphone. Et elle l'a très vite compris et elle m'a dirigée donc où je suis actuellement. En consultation, et c'est vrai, je pense que j'ai fait le bon choix, qu'il y a une dernière porte de sortie, quoi, pour moi et mon fils surtout, parce que c'est pour lui que je viens. Problème de toxicomanie, de maltraitance, suicide, peur de l'avenir ou problème de cœur, ici, aucun appel n'est anodin. Tes parents te battent. Il y a longtemps? Oui, 2 mois. Bon, j'ai l'impression qu'on s'amuse là derrière, non? Non, c'est pas drôle. Hein? C'est pas drôle, vous me prenez pas au sérieux. Mais si, je t'écoute, moi, hein? Bah non, vous dites que je m'amuse. Oui, mais non, mais parce qu'il y a des gens qui s'amusent, mais toi, tu es peut-être sérieuse, alors je t'écoute. Et l'expérience nous a appris parce que des jeunes nous ont rappelé après en disant bah oui, plusieurs fois j'ai appelé auparavant et puis j'ai rien osé dire ou j'ai dit une bêtise. Et puis j'ai vu que vous attendiez, que c'était pas fermé. Allô? Oui. L'an passé, l'association a reçu 10 000 appels. À Cap Écoute, on peut tout dire. L'important est d'être là, au bout du fil, pour en parler à temps. Nous avons suivi depuis le début l'histoire de la petite Céline, âgée de 3 ans, qui, atteinte d'un cancer rare, ne pouvait être soignée qu'aux États-Unis. Grâce à la solidarité de son village, de Saint-Rémy-du-Nord, et de la générosité du public, Céline est arrivée hier à Boston. Ses premiers pas en Amérique, reportage Philippe Gassot. Céline a raison, il ne fait pas chaud. Décalage horaire, réveil de bonne heure, la famille Croix, arrivée il y a quelques heures à Boston, découvre par une température polaire ce que sera leur rue pendant 2 mois et demi. C'est pas le même style que par chez nous, c'est marrant. Vous arriverez à vous habituer? Oui, oui. Surtout que c'est joli comme cadre. Le temps de récupérer un peu et mardi prochain ce sera l'hôpital tous les jours. Mais avant, on prend ses marques. C'est une nouvelle vie qui commence avec ses embarras et surtout l'espoir. Grâce à la protonthérapie que Céline va avoir comme traitement, on lui double ses chances, c'est-à-dire qu'elle passe à 80% de chances de guérison. Bon, 80% c'est beaucoup, mais dans un sens c'est peu, il y a toujours les 20% restants. C'est toujours ces 20% d'angoisse. Céline doit être anesthésiée tous les jours, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Pour Gaël, le frère de Céline, il va falloir se mettre à l'anglais. Il ira à l'école à Boston. Quand il joue au reporter, les questions sont toujours les mêmes. Vous avez un corset et quand est-ce que vous l'enlevez? Un monsieur qui va venir et qui va t'enlever ton corset. Quand est-ce que vous l'enlevez le corset? Les parents de Céline se battent, ne vivent que dans la seule idée de pouvoir enfin jeter ce corset, ce cauchemar, aux orties. En marge de la fête Internet qui a démarré hier en France, je vous propose de découvrir l'inventeur d'Internet. L'homme est américain, c'est en 1974, avec l'un de ses amis, qu'il a mis au point l'architecture qui permettrait de faire entrer dans chacun des foyers américains le réseau. Pari réussi puisqu'aujourd'hui, un tiers des adultes aux États-Unis sont connectés grâce au génie de Winton Cerf, c'est son nom, véritable humaniste que nous présente Maryse Burgot. Il roule en Jaguar, ne sort jamais sans son chapeau et son costume 3 pièces, jamais non plus sans une petite valise.
Cet homme, à l'élégance toute britannique, est américain. Et s'il n'a pas le look habituel des fondus d'informatique, il n'en est pas moins considéré comme l'inventeur de l'Internet. On ne s'étonnera donc pas de ce qu'il transporte dans sa petite valise. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? En fait, c'est un ordinateur, des tas de fils, des convertisseurs et des papiers. Vinton Cerf est ainsi inséparable de son ordinateur portable qu'il rebranche dès qu'il rentre à la maison. Vinton Cerf ou l'histoire d'un inventeur heureux. Car c'est un peu grâce à sa trouvaille, grâce à l'Internet, que son épouse, autrefois sourde, entend aujourd'hui les mots de son mari. C'est en effet en cherchant sur l'Internet, cette immense banque d'informations, qu'elle a appris il y a quelques années qu'elle pouvait être soignée et opérée. Je suis allée sur l'Internet et j'ai trouvé beaucoup de renseignements sur la technique des implants. Et en quelques semaines, j'étais capable de programmer une date d'opération. La possibilité pour beaucoup de gens de mettre des informations dans une sorte de pot commun, c'est-à-dire sur le net, est un moyen très très puissant de faire se rencontrer leurs idées et leurs découvertes. Vinton Cerf est aujourd'hui vice-président de MCI, numéro 2 américain de la téléphonie, un véritable cerveau qui impressionne son staff d'ingénieurs. Dans les années 60, ce sont les militaires américains qui ont inventé les prémices de l'Internet. Mais en 1974, Vinton Cerf et l'un de ses amis imaginaient l'architecture finale qui relie aujourd'hui via des ordinateurs des millions de particuliers dans le monde. C'est cette communication de groupe, ce partage qui rend l'Internet si unique. Et c'est en cela que cette technologie est révolutionnaire. Vinton Cerf est aussi un grand connaisseur de vin de Bordeaux, une passion qui lui vient de France. La France, où il a créé une association pour promouvoir l'Internet et faire que notre pays apprécie autant l'informatique que le vin. En Géorgie, la violente tornade qui a touché le nord-est de l'État a provoqué la mort de 12 personnes. Le bilan est lourd, 85 blessés, dont certains grièvement, après le passage au petit matin de ce tourbillon qui a balayé en l'espace de quelques minutes une zone d'une vingtaine de kilomètres de long sur 1 kilomètre de large, maisons, écoles endommagées, caravanes disloquées. De violents incendies qui ont touché l'Amazonie brésilienne s'étendent maintenant. Les feux de savane et de forêt touchent désormais le Venezuela, le Guyana et le Suriname. Le feu qui a démarré au début du mois continue donc de se propager, entretenu par de vents puissants. Des villages indiens pourraient être menacés. À pied d'œuvre, des centaines de pompiers. Au Kosovo, à la veille d'élections clandestines non reconnues par Belgrade, élections qui devraient élire un président et un parlement officieux, la tension est retombée. Ce scrutin a une valeur hautement symbolique, renforcer la légitimité des dirigeants albanais face au pouvoir serbe. Reportage Laurent Boussier, Jean-Jacques Le Garec. Des milliers d'antennes paraboliques pour capter les télévisions étrangères depuis longtemps. Quand il se passe quelque chose d'important chez eux, les Albanais du Kosovo, comme la famille Zeka, suivent les informations qui viennent de l'extérieur. C'est le cas des élections de demain. Élections clandestines, les médias locaux tenus par les Serbes n'en parlent donc pas. Alors que pour les Albanais, c'est une étape cruciale. Il y a 9 ans, Periane et son mari ont perdu leur emploi dans l'administration. Depuis, ils vivent de petits boulots. Pour eux, la réponse à leurs problèmes est politique. Ces élections doivent nous permettre d'avoir un gouvernement qui nous amène vers la stabilité et l'indépendance. Clandestinité oblige, dans les rues que traverse Periane, comme dans toute la ville, aucune affiche électorale. Elles sont toutes restées dans les états-majors des partis politiques. Là, cet après-midi, des volontaires comptaient les bulletins à distribuer. Élection facile, il n'y a qu'un seul candidat, Ibrahim Rugova, au poste de président. L'enjeu des élections est ailleurs. Qu'on le veuille ou non, il va falloir négocier avec les Serbes. Et ces élections donneront une légitimité à nos négociateurs. Elles auront valeur de référendum sur la politique pacifiste du président Rugova pour accéder à l'indépendance. Mais ces élections ne font pas l'unanimité chez les Albanais. Au moins un grand parti regrette qu'elles aient lieu en ce moment. Moralement, on ne peut pas d'un côté compter les bulletins de vote et en même temps compter les blessés.
On ne peut pas faire des élections dans un pays en état de guerre. Ces divisions entre Albanais à la veille de ces élections font évidemment le bonheur des Serbes qui depuis quelques jours multiplient les manifestations nationalistes pour essayer de faire monter la tension. Arrivée du pape Jean-Paul II cet après-midi au Nigeria, accueil enthousiaste, 20 000 personnes ont ovationné le Saint-Père. Dès son arrivée, le pape a demandé le respect des droits de l'homme et rendu hommage à tous ceux qui travaillent pour la paix en Afrique. Sur place, Alain Chalvran. Les Nigérians n'ont pas voulu manquer leur rendez-vous avec le pape. Rendez-vous qui a même parfois tourné quasiment à l'émeute, tout cela pour voir Jean-Paul II, qui était arrivé peu avant à l'aéroport d'Abuja, la nouvelle capitale du Nigeria. Contraste avec la cérémonie protocolaire, militaire, comme le régime de ce pays, le plus important d'Afrique avec ses 100 millions d'habitants. Militarisation qui n'exclut pas les concours d'élégance. La mode est très Jean-Paul II en ce moment à Abuja. Le président nigérian lui-même, le général Abacha, avait troqué son éternel uniforme pour un superbe boubou noir. Les deux hommes se sont salués cordialement, comme il se doit, ce qui n'a pas empêché Jean-Paul II de parler franchement des droits de l'homme dans son discours. Il vous faut promouvoir harmonie et unité nationale, garantir la vie humaine et les droits de l'homme. En parlant ainsi, Jean-Paul II va à la rencontre des préoccupations des Nigérians, qui souhaitent ardemment un peu plus de démocratie et un peu moins de répression. La visite du pape va aider à résoudre les problèmes des droits de l'homme au Nigeria. On va avoir beaucoup de progrès ici. Il va apporter paix et unité au Nigeria. L'unité de ce pays, c'est aussi celle de ses communautés religieuses. Musulmans et chrétiens se partagent le Nigeria à peu près également, mais se livrent aussi à une compétition féroce, comme en témoigne la guerre des chantiers à Abuja. Celui de la mosquée est terminé, alors que celui de la cathédrale est en panne, faute d'argent. Le Nigeria avait beaucoup de marabouts musulmans, mais n'avait pas encore de saints catholiques. Ce sera fait demain. Jean-Paul II procédera à Onitsha, au cœur du pays Igbo, à la première béatification d'un Africain de l'Ouest. Alain Chalvran vient de le dire, le pape devrait donc, lors de ce voyage de 3 jours, béatifier un moine cistérien, et ce au moment précisément où l'abbaye de Cîteaux en Côte d'Or célèbre son 900e anniversaire, anniversaire de la fondation de cet ordre dont la règle est la pauvreté. Venus des monastères du monde entier, 700 religieux et religieuses ont communié dans la prière et le chant grégorien. Marie-Hélène Bonneau, Pascal Pueyo. L'abbaye a ouvert ses grilles ce matin à l'aube pour accueillir les reliques de Saint Robert, le fondateur du monastère. Le 21 mars 1098, Robert de Molesme arrivait ici avec 21 moines pour perpétuer la règle de Saint Benoît. Pauvreté, silence, chasteté, prière. Ce matin, quelques 700 moines et moniales se retrouvaient pour commémorer cet anniversaire. Une messe de plus de 3 heures dans une abbatiale moderne. Moderne comme le message délivré par le chef spirituel de l'abbaye. Au fond du cœur de tout homme, de toute femme, il y a une aspiration profonde à la paix, mais à une vraie paix. C'est très exigeant, c'est très passionnant, et je crois que c'est ce qui peut nous réunir tous. L'ordre des cisterciens compte 8000 religieux répartis dans 47 pays. Cette cérémonie aujourd'hui était pour eux comme une fête de famille. Je suis très émue de voir cette universalité de l'ordre cistercien. Ça me touche beaucoup et je suis contente d'être là. C'est la première fois que je viens ici en France. Vous venez d'où? Je viens de Madagascar, monastère de Marumbi. Ensemble, ils ont célébré l'Eucharistie puis partagé leur repas. Un moment en dehors du temps pour les 35 moines de Cîteaux qui ne sortent jamais de leur monde de silence et de prière. Un ordre qui a survécu au siècle en gardant la règle monastique la plus stricte du monde chrétien. À l'occasion de l'ouverture du Salon du Livre, nous avons tenté de voir comment les Français avaient accès à la lecture à travers les bibliothèques municipales. L'exemple de Roanne avec l'un des plus beaux édifices qui donne l'envie et le goût de lire. L'enquête de Geneviève Moll et d'Alain Dubas. Cet enfant a de la chance. On lui a construit la médiathèque la plus moderne de France. Dans une ville de 76 000 habitants comme Roanne, qui a perdu beaucoup d'emplois en 20 ans,
C'était un pari risqué. Pourtant, depuis son ouverture il y a 4 mois, les Roannais se sont emparés du lieu. Ils y viennent en famille, même avec les tout-petits, pour y lire un journal, un magazine, une revue, pour y faire des recherches, choisir leur lecture. 25% des Roannais sont inscrits à la bibliothèque. C'est 4 points de plus que la moyenne nationale, mais la ville a, depuis un siècle, une vraie tradition de lecture populaire. Il y avait à l'intérieur de ces services une bibliothèque populaire qui était animée à l'époque, jusque dans les années 60, par des instituteurs bénévoles qui se chargeaient de manière militante de promouvoir le roman populaire, héritier effectivement des Zola et autres, auprès d'une population à majorité ouvrière. Cette population a un peu évolué. Ce sont davantage les classes moyennes qui fréquentent aujourd'hui la médiathèque. Mais ce sont toujours les romans qui intéressent les lecteurs. Mais là, j'ai choisi Solzhenitsyn, j'ai lu La journée d'Ivan Desinovitch, et puis j'ai pas lu les 2 autres, là, je vais les lire. Et puis un livre que je connais pas, Tatiana Tolstoï, qui a l'air très joli, des petites nouvelles. Par Benjeloun, j'aime bien les écrivains d'Afrique du Nord. Les enfants, eux, adorent ce lieu. Ils y viennent lire sur place, choisir leurs livres pour la semaine, des romans et des BD en général, y faire leurs devoirs. Mais surtout, la médiathèque met à la disposition des lecteurs des ordinateurs. Alors là, pour les enfants, c'est le bonheur complet. Chaque fois que je vois des nouveaux supports qui arrivent, je pense qu'il y a une renaissance potentielle ou une relance de la civilisation. Et c'est la raison pour laquelle le livre doit garder toute sa place et être complété par les nouveaux supports. Et les enfants ne s'y trompent pas, qui certes jouent avec les ordinateurs, mais sont aujourd'hui 20% de plus à lire, comme 1973. Et Roanne, ville moyenne, illustre bien cet envol de la lecture. On voit l'arrivée à San Francisco d'Isabelle Autissier, qui en 2e position, soit 5 jours, 9 heures après Yves Parlier, a franchi la ligne de la route de l'Or, où l'attendaient ses parents, ainsi qu'Alexandre Cara et Éric Delagneau. On n'a pas perdu encore une fois. Isabelle ne s'est pas perdue. Elle est juste un peu en retard au port, où ses parents, papa et maman Autissier, l'attendent. Comme chaque fois qu'Isabelle met les voiles, ils sont à l'arrivée fidèles au poste. C'est elle là, tu crois? Pour ceux qui restent à terre, les courses, c'est une question d'attente. Ah oui, enfin, c'est moins long que le Vendée Globe. Je veux dire 62 jours sans votre fille. Oui, mais c'est moins long que le Vendée Globe, et puis en Vendée Globe, elle était toute seule en plus. Moi, j'aime pas tellement le solitaire. Isabelle Autissier, c'est un nom propre, un nom déjà dans la légende des marins. De ce bout de femme qui relève les défis les plus fous, on disait qu'elle était solitaire. C'est avec 4 matelots qu'elle a bouclé le tour des Amériques. Pas le temps de s'ennuyer. Bon, les jours passent, les semaines passent, et puis bon, la fin est toujours longue parce qu'on a envie d'arriver, surtout là cette fois-ci parce qu'il n'y avait pas de vent. Mais en fait, on se rend pas compte que ça fait 2 mois qu'on est en mer, quoi. Cette fois, le Golden Gate, c'est un pont trop loin pour Autissier. La reine Isabelle, conquérante de la route des Clippers, qui 4 ans durant a conservé le record de la distance New York-San Francisco, s'est inclinée devant la machine à gagner, devant Yves Parlier. L'Allemand Éric Zabel a remporté aujourd'hui le Milan-San Remo, première grande classique cycliste de la saison. Déjà vainqueur l'an dernier, Éric Zabel a devancé au sprint les Français Emmanuel Magnin et Frédéric Moncassin. Voilà l'arrivée. En quart de finale de la Coupe de France de football, Lens a éliminé cet après-midi Caen, un club de 2e division 2-1. Vladimir Smisser est l'auteur des 2 buts lensois que nous voyons à l'image. Les amateurs de Bourg-Péronat affronteront demain soir Lyon en quart de finale de la Coupe de France. À 24 heures de cette rencontre inattendue, Florent Goutreau et Christophe Vignal se sont rendus dans cette petite ville de l'Ain où, même si le succès les surprend toujours, joueurs et supporters préparent activement le match de leur vie. Enfin seul, enfin tranquille. Depuis 2 mois et depuis les 2 exploits de son équipe, Pierre Moron, l'entraîneur des héros, n'a pas eu 1 minute à lui. Pas facile à assumer pour le meneur du club amateur.
Je suis employé à EDF, je suis agent EDF. Après, je suis aussi entraîneur de football. Et puis, il faut répondre à toutes les sollicitations, qu'ils soient médiatiques ou populaires, je dirais, dans les rues de Bourg. C'est souvent qu'on nous arrête, il faut discuter un petit peu. Les gens veulent partager un peu de ce bonheur. Alors en début de semaine, l'entraîneur a tranché, interdiction pour les joueurs de trop se montrer en ville, histoire de réveiller tout le monde avant les quarts de finale. Après la victoire de Metz, il y a tous les médias, toutes les caméras qui venaient, et nous on n'était pas habitués à ça. Et c'est vrai qu'avec un peu de recul, on s'est dit que cette semaine, il fallait penser à travailler et redevenir un peu nous-mêmes. Ces exploits répétés, c'est une aubaine pour le club, mais aussi et surtout peut-être pour Bourg-en-Bresse. Toute la ville s'est drapée de bleu et blanc, et rares sont les commerçants qui ont oublié de célébrer l'équipe locale dans leurs vitrines. Les plus malins se sont même dépêchés d'imprimer écharpes, maillots et posters aux couleurs du club. Le maire aussi est très présent sur le marché hebdomadaire pour parler football et pas politique. Il a d'ailleurs investi plus de 100 000 francs pour pavoiser la ville. La ville est une entreprise et nous avons à nous faire connaître. Et il est bien évident que cette compétition a permis donc de mieux valoriser Bourg et ses atouts. Allez les Bleus, on va gagner! Avant le match de demain, il n'y a donc aucun perdant, que des gagnants. Chez Annie, au siège des supporters, on a d'ailleurs déjà commencé à fêter ça. Une équipe vraiment formidable, c'est une équipe vraiment redoutable. Hollywood se prépare lundi à décerner les Oscars des meilleurs films de l'année en compétition Titanic avec 9 nominations et The Full Monty, meilleur film étranger. Ce film qui raconte l'histoire de 5 chômeurs anglais qui se reconvertissent dans un spectacle de striptease est devenu un film culte en Grande-Bretagne au point qu'est organisée une visite touristique sur les lieux mêmes du tournage. Étienne Lénart. Voici donc la dernière trouvaille des autorités de la ville de Sheffield. Pour 80 francs par personne, la visite organisée des sites sur lesquels ont été tournées les principales scènes du dernier grand succès du cinéma britannique, The Full Monty. Nous voici donc sur le terrain où nos héros ont passé beaucoup de temps et d'énergie à essayer de retrouver leur ligne. L'histoire de ces 5 chômeurs qui, pour sortir du désœuvrement, montent un spectacle de striptease intégral est une aubaine pour cette ville au passé industriel révolu. Nous sommes fiers de ce passé, mais nous voulions également montrer combien Sheffield a changé en utilisant l'histoire et les lieux du Full Monty que tout le monde pourrait reconnaître. De fait, Sheffield n'a pas grand-chose d'autre à montrer que les lieux de tournage du Full Monty. Frappée par la fermeture des mines et des aciéries, la ville s'est peu à peu convertie aux technologies. Aujourd'hui, Sheffield ne compte pas plus de chômeurs que la moyenne nationale. Si dans l'histoire, nos 5 compères s'imprègnent de leur spectacle à venir jusque dans les longues files d'attente de l'agence pour l'emploi local, les vrais chômeurs de Sheffield reconnaissent eux que le film a apporté à leur ville une grande bouffée d'optimisme. C'est vraiment ce dont les gens avaient besoin ici, pour sortir de leur monotonie. Je me mettrai à poil pour rien au monde. Ça dépend, vous me donnez combien? Question argent, tout va bien, merci. Le film devrait à terme rapporter plus d'1 milliard de francs. Par ailleurs, le lancement de la cassette vidéo suscite de bien curieuses vocations. L'artère commerçante de Londres s'est retrouvée bloquée récemment par une meute de curieux. En vitrine, 5 adeptes plutôt bedonnants du Full Monty. Mais ces images ne sont pas rassurantes, car si d'aventure le film décroche un Oscar à Hollywood, le Full Monty risque bien de devenir un véritable sport national. En France, à l'affiche depuis mercredi, le nouveau film de Jacques Rivette, Secret Défense. 4 ans après Jeanne Lapucelle, il offre à Sandrine Bonner un nouveau rôle, celui d'une jeune femme d'aujourd'hui confrontée à une mystérieuse affaire de famille. Pascal Deschamps, Jean-Louis Normandin. S'est-il passé dans la nuit du 15 mai dernier? Je ne peux pas le dire. Un accident, Sylvie? Non, pas exactement. Un crime alors? Secret Défense est l'histoire d'un secret de famille, parce que les familles, comme les États, ont leur zone d'ombre. Tout commence lorsque Sylvie Rousseau apprend de la bouche de son jeune frère que leur père, mort 4 ans plus tôt, a en fait été assassiné. Pour empêcher son frère de commettre l'irréparable, elle décide, seule, d'éliminer le coupable. Mais au cours d'une bagarre, elle tuera la maîtresse de celui-ci, une jeune femme de son âge. La voici à son tour, une meurtrière. C'est vrai qu'au départ, on avait envie d'un basculement, comme ça, de chamboulement de vie. En fait, l'idée, c'était de revenir un peu à Dostoïevski, toute cette culpabilité, comme ça, dans Crime et Châtiment, où ce type a tué cette femme,
Et c'est tout ce que ça comporte, quoi. C'est cette espèce de mauvaise conscience et de poids comme ça assez lourd d'avoir tué et que sa vie est foutue en fait après. Je lui parlerai, elle comprendra. Non, vous lui parlerez pas. Je crois qu'il vaut mieux qu'on en reste là. Vous lui parlerez pas parce qu'elle n'est plus là. Le cinéma de Rivette prend son temps, avec ses longs plans, ses cadres larges dans lesquels s'ébattent les personnages, comme s'ils avaient dans l'espace la liberté qu'ils ont perdue dans leur tête. Mais criez pas, je suis pas sourde! Je crois qu'un film a son propre rythme. Un film peut être très long, un film d'1h30 peut être terriblement long, ou un film de 3 heures peut passer très bien. Moi, je crois que c'est plus lié à comment on traite le sujet, comment c'est filmé, comment les acteurs jouent. Dans ce polar psychologique, on s'intéresse plus aux êtres qu'aux coups de revolver. C'est pourquoi on s'identifie sans effort à Sylvie, sorte d'Hamlet ou d'Électre des temps modernes, perdue dans ses pauvres rêves de vengeance. Depuis quelques minutes à peine, la naissance d'une nouvelle chaîne de télévision, la chaîne de la musique, de l'opéra et de la danse, baptisée Mezzo. Cette chaîne diffuse sa soirée inaugurale sur satellite et sur le câble, une chaîne thématique de France Télévisions avec de nombreux rendez-vous. Reportage Louis Carzou, Pascal Caron. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le retour du printemps voit également la naissance de Mezzo, fille de France 2, Arte, la 5e et France Télécom. Cette nouvelle chaîne vient en lieu et place de France Supervision, avec pour programme toute la musique que l'on aime. De la viole de gambe aux envols des étoiles, Mezzo entend se consacrer au domaine du classique, de l'opéra, de la danse, sans oublier le jazz. Accessible sur le satellite et le câble, où Mezzo va devoir affronter la concurrence de musique et de musique classique, cette chaîne a pour ambition d'intéresser le public le plus large. Cette chaîne voudrait développer aussi une programmation pour les enfants et pour les jeunes. Et nous avons sélectionné, notamment le dimanche matin et le mercredi, un certain nombre de programmes qui peuvent éveiller l'intérêt des jeunes pour la musique. Avec de l'opéra à l'heure du goûter et des documentaires musicaux à des horaires familiaux, Mezzo entend enrichir vos yeux et vos oreilles sans moderato. Retour à l'actualité politique. Je vous le disais au début de ce journal, le Front National revendique ce soir la réciprocité en demandant la présidence de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et voici la réponse de Michel Vauzel, qui est candidat socialiste à la présidence. Il dit, je le cite, « On descend peu à peu dans l'abomination. C'est l'extrême droite plurielle qui réclame son denier après avoir passé des marchés. » Fin de citation. Et nous reviendrons évidemment sur cette actualité politique tout au long du journal dès 13h et demain dans une édition spéciale consacrée aux élections cantonales. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Après le meurtre de la petite Ludivine, médecins et psychologues entourent les élèves qui sont rentrés chez eux. Le suspect, le cuisinier du camp, est passé aux aveux. Dans un instant, la météo, Isabelle Martinet, nuages au nord, soleil au sud, température en baisse. À 20h55, Viva l'Eurovision, présenté par Dave. Demain à 7h dans Thé ou Café, Catherine Sellac reçoit Juliette Gréco. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur France 2.